Février 1944. Les plages glacées d'Anzio en Italie étaient un purgatoire. Pas un champ de bataille ordinaire, mais une impasse. Une tête de pont conquise à un coup inouï, désormais étouffée par un ennemi implacable. L'odeur salée de la Méditerranée se mêlait à l'odeur métallique du sang, à la poudre et au désespoir. C'était une guerre des nerfs, une chasse où le chasseur était, en réalité, la proie. Des milliers de soldats alliés, piégés, encerclés, écrasés par l'artillerie allemande et par une menace encore plus insidieuse, les tireurs des 18 axes. Ceux-ci n'étaient pas de simples francs tireurs, c'étaient des fantômes, des ombres mortelles qui émergeaient du terrain accidenté, des ruines, des oliveraies. Avec une précision diabolique, ils démantelaient les avancées, réduisaient au silence les artilleurs, éliminaient les officiers. Leurs 18 axes était la manière dont les soldats décrivaient l'amplitude et la létalité de leurs tirs, comme s'ils pouvaient atteindre depuis 18 directions différentes, à partir de positions qui semblaient impossibles à détecter ou à neutraliser. Chaque mouvement allié sur la tête de pont était surveillé, chaque tentative d'avancer, punie de mort instantanée. Anzio était devenu un hachoir à viande, et le moral chutait chaque jour. Au milieu de ce chaos, de cet enfer de plomb et de boue, il y avait un homme. Un tireur d'élite, mais pas un tireur d'élite ordinaire, avec des insignes et des états de service irréprochables. C'était un tireur illégal, un homme qui, pour une raison obscure, opérait en dehors des protocoles stricts, un loup solitaire réputé être aussi excentrique que mortel. Son nom était Elias Vance, et Elias avait une idée. Une idée qui, à première vue, était si absurde, si loufoque, qu'elle fut immédiatement rejetée et tournée en ridicule par tous ceux qui l'entendirent. Une idée qui semblait être sortie de l'esprit d'un dément, un délire au milieu de la privation de la guerre. Il proposa d'utiliser une corde de vigne. Oui, une simple et rudimentaire corde de vigne, trouvée en abondance dans les collines italiennes. Dans quel but? Pour réduire au silence les tireurs des 18 axes. Les officiers rirent. Les sergents hochèrent la tête en signe de désapprobation. « Vance, vous êtes fou? Nous voulons de l'artillerie lourde, nous voulons un soutien aérien, pas un jouet d'enfant », s'écria un colonel épuisé, au cerne profond. L'idée d'Elias était perçue comme un affront à la logique militaire, une folie dangereuse en un moment de désespoir calculé. Personne ne croyait qu'un simple morceau de plante puisse faire la différence contre une menace aussi sophistiquée et mortelle. Mais Elias Vance n'était pas homme à abandonner. Son intuition, forgée par des années de vie sauvage et d'observation aiguisée, lui criait que la solution à la complexité résidait dans la simplicité. Il voyait le terrain, non comme un obstacle, mais comme un allié. Il voyait les vignes non comme de simples plantes, mais comme des outils. Et il voyait le problème des tireurs des 18 axes, non comme une question de puissance de feu, mais de positionnement et de vulnérabilité cachée. L'impasse à Anzio était totale. Les Alliés étaient au bord du précipice, avec les lignes de ravitaillement étirées, et les pertes augmentant de manière exponentielle. La tête de pont, destinée à être un tremplin vers Rome, se transformait en tombeau. Et ce fut cette idée loufoque d'Elias Vance, cette vision singulière et méprisée, qui finit par changer le cours non seulement de la bataille d'Anzio, mais qui eut un impact sur toute la campagne italienne. Ce fut un acte d'ingéniosité qui défia toutes les attentes, qui renversa la situation face à un ennemi retranché et qui, en fin de compte, sauva des milliers de vies. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. L'histoire de la façon dont une simple traction sur une corde de vigne a fait disparaître les redoutables tireurs des 18 axes de la tête de pont d'Anzio est l'une des plus incroyables et oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Une preuve que le génie parfois réside dans la plus pure et inattendue simplicité. La tête de pont d'Anzio, février 1944. Ce n'était pas seulement un lieu, mais un calvaire. Les Alliés avaient débarqué avec la promesse d'une avancée rapide, un coup décisif sur le flanc allemand qui ouvrirait la voie à Rome. Mais ce qu'ils trouvèrent fut un piège méticuleusement préparé. Les troupes allemandes, sous le commandement astucieux du maréchal Kesselring, avaient transformé le paysage en un labyrinthe mortel de tranchées, de nids de mitrailleuses et de champs de mines. Chaque jour qui passait, l'espoir diminuait. La situation était celle d'une impasse brutale, où toute tentative de mouvement entraînait des pertes catastrophiques. Les hôpitaux de campagne étaient bondés, et le bruit constant de l'artillerie ennemie devenait la bande sonore du désespoir. Le problème principal,
La menace la plus insidieuse qui rongeait le moral et les rangs alliés étaient les tireurs des 18 axes. Ils n'opéraient pas en grands groupes, ni dans des positions fixes facilement identifiables. C'étaient des loups solitaires, des fantômes entraînés à se fondre dans le terrain accidenté d'Anzio, les ruines de villages détruits, les oliveraies tordus par les batailles, les collines rocheuses et les massifs épais de végétation méditerranéenne. Avec des fusils de précision et une patience presque inhumaine, ils transformaient tout mouvement allié en un jeu de roulette russe. Un soldat qui se levait pour s'étirer les jambes, un messager qui courait entre les positions, un officier qui inspectait ses troupes, tous devenaient des cibles. La tactique allemande était simple et diabolique, refuser aux Alliés tout sentiment de sécurité ou de stabilité. Les tireurs tiraient depuis des positions apparemment impossibles, changeant constamment, donnant l'impression que le feu venait de 18 directions différentes, d'où le nom popularisé par les soldats terrorisés. Les solutions conventionnelles échouaient lamentablement. L'artillerie lourde était inefficace contre des cibles aussi petites et mobiles, et les bombardements aériens étaient comme essayer de chasser des moustiques avec un marteau. Les patrouilles de reconnaissance étaient décimées avant même de s'approcher des zones suspectes. À chaque tentative de contre-attaque, les Alliés payaient un prix en vie qu'ils ne pouvaient plus supporter, tandis que les tireurs des 18 axes continuaient de faucher des vies, maintenant la tête de pont dans un état de paralysie mortelle. La menace était existentielle. S'ils ne pouvaient pas avancer, ils seraient écrasés. Elias Vance n'était pas un soldat ordinaire. Ce n'était pas un sergent décoré issu d'une longue lignée militaire, ni un stratège formé dans les académies d'élite. Son origine était aussi inhabituelle que son idée. Avant la guerre, Elias était garde forestier dans les vastes et indomptables Appalaches américaines, un homme des montagnes qui connaissait les sentiers, les rivières et les murmures de la forêt comme le fond de sa poche. Il n'avait aucune accréditation formelle de combat, aucune médaille de bravoure arborée sur sa poitrine avant Anzio. Sa formation venait d'années de traque d'animaux sauvages, de se fondre dans la nature, d'observer des schémas et d'une intuition aiguisée du terrain et du comportement. Ce fut cette vie, loin des terrains d'entraînement et des manuels militaires, qui fit de lui un observateur hors pair. Pendant que les officiers étudiaient des cartes et des rapports, Elias étudiait le vent, la lumière du soleil, la croissance des vignes, la manière dont l'eau s'écoulait sur les pentes. Il passa des jours et des nuits, silencieux comme une ombre, observant les tireurs des 18 axes, non pas comme des ennemis abstraits, mais comme des chasseurs. Il réalisa que, malgré leur létalité, ils avaient un schéma, une dépendance au terrain qui les abritait. Ils n'étaient pas invincibles, juste insaisissables. Son identification du problème allait au-delà du simple tireurs ennemis. Elias comprit que la faille ne résidait pas dans le manque de puissance de feu allié, mais dans l'incapacité à neutraliser l'invisibilité et la mobilité des tireurs sans exposer ses propres troupes. Il voyait le paysage d'Anzio, avec ses vignes et sa végétation dense, non pas comme un obstacle infranchissable, mais comme une partie de la solution. Sa vision était radicalement différente de celle de n'importe lequel de ses collègues ou commandants. Lorsqu'il présenta son idée d'utiliser des cordes de vigne, la réaction fut immédiate et unanime. Le mépris. « Vance, vous êtes un fou. Retournez dans votre forêt, garde forestier », étaient les insultes les plus légères. Il le traitait de cinglé, le tireur d'élite excentrique et son idée de mauvaise blague. Personne, absolument personne, n'était prêt à écouter un homme aussi peu conventionnel. Mais Elias, avec l'entêtement d'un vieux chêne, savait qu'il manquait l'évidence. Rejeté, ridiculisé, mais jamais découragé. Elias Vance savait que la solution à la paralysie d'Anzio ne viendrait pas de plus de puissance de feu, mais de plus d'intelligence. Il avait étudié les mouvements des tireurs des 18 axes pendant des jours, observant comment ils se déplaçaient, comment ils se camouflaient dans les fourrés denses de vignes sauvages et les ruines recouvertes de végétation. Son esprit, entraîné par la vie en forêt, voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. Il remarqua que, aussi furtifs soient-ils, les tireurs devaient se déplacer, ils devaient toucher le sol, ils devaient interagir avec l'environnement pour se cacher. Et c'était exactement cette interaction qu'Elias avait l'intention d'exploiter. Son idée loufoque n'était pas axée sur le combat direct, mais sur la perception, sur la transformation de l'invisibilité de l'ennemi en sa propre perte. La corde de vigne ne serait pas une arme, mais un capteur, une extension de ses propres sens aiguisés.
Il conçut un réseau complexe, presque invisible, de fils naturels. Pendant les nuits les plus sombres et les plus traîtresses, sous le manteau de la brume et de la peur constante des tireurs ennemis, Elias Vance rampait vers le No Man's Land. Armé seulement de son couteau de campagne, de sa connaissance de la flore locale et d'une détermination de fer, il commença à construire son innovation. Les matériaux, c'était le paysage même d'Anzio. Il sélectionnait les vignes les plus fortes et les plus fines, écorçait leurs fibres pour les rendre moins visibles et plus résistantes. Il utilisait des brindilles sèches et légères, de petites pierres et même des morceaux de fil de fer barbelés allemands, jetés, tordus et moulés pour servir d'ancrage ou de poids. Au lieu de soudure ou d'acier, Elias utilisait l'art du camouflage et de l'ingénierie naturelle. Il créait un système de fils de déclenchement, tripwire, et d'alarmes silencieuses, étirant les vignes entre la végétation, les reliant à de petites branches qui, au moindre dérangement, se balanceraient ou feraient un bruit presque imperceptible. Ce n'était pas pour alerter tout le monde, mais pour l'alerter lui. Le processus était méticuleux et mortellement dangereux. Heures après heures, Elias tissait sa toile de mort et de détection. Il n'avait pas de laboratoire, juste le champ de bataille. Il n'avait pas d'équipe, juste sa propre ombre et la lumière de la lune. Chaque nœud était un risque, chaque mouvement, une invitation à la mort. Il se souvenait des mots du colonel. « Vance, vous êtes fou !» Mais la folie était pour lui la seule santé mentale possible. À chaque vigne tendue, à chaque branche positionnée avec une précision millimétrique, Elias sentait qu'il se rapprochait d'une vérité que tous les autres ignoraient. Il y eut des échecs, bien sûr. Beaucoup. Une vigne se rompait, une branche tombait prématurément, le vent fort de la nuit italienne déclenchait une fausse alarme. Les quelques soldats qui l'apercevaient par hasard, rampant dans l'obscurité avec ses jouets d'enfants, ne faisaient que renforcer le scepticisme général. Voilà le cinglé de Vance, qui joue aux Indiens, chuchotait-il, leur voix chargée d'un mélange de pitié et de mépris. Un sergent épuisé et cynique alla jusqu'à l'affronter. « Vance, vous allez finir par vous tuer et vous ne sauverez personne avec vos simagrées. Retournez à votre poste et combattez comme un homme. » Mais Elias, avec le calme de celui qui comprend la forêt, répondait simplement « Je me bats, sergent, à ma manière. » Il persistait. Il ajustait la tension des cordes, changeait les points d'ancrage, observait le comportement des animaux nocturnes pour mieux comprendre comment le vent et le terrain affectaient ton réseau. L'idée était de créer un système qui non seulement détecterait le passage d'un tireur, mais qui, par une traction de corde stratégique, pourrait déstabiliser la position camouflée de l'ennemi, le forçant à bouger, à s'exposer ou, au minimum, à perdre son point de visée précis. Le risque était immense. S'il était découvert par les Allemands pendant qu'il installait son réseau, il serait une cible facile. Si son réseau échouait dans une situation réelle, les conséquences seraient catastrophiques pour ses camarades. La pression du temps était écrasante. Chaque jour qui passait, plus de vies étaient perdues. Les commandants alliés exigeaient une solution, et Elias Vance, avec son innovation silencieuse et invisible, était la seule lueur d'espoir que personne n'osait reconnaître. Il savait qu'il ne pouvait pas échouer. La vie de milliers d'hommes dépendait de sa folie. Il devait prouver que la simplicité de la nature pouvait surpasser la sophistication de la guerre. La scène était prête. La toile d'Elias Vance attendait sa première prise. La toile d'Elias Vance était armée, mais à chaque nuit de travail acharné et solitaire, les doutes des autres se multipliaient comme des mauvaises herbes. Ce n'étaient pas seulement des paroles de mépris, c'étaient de véritables barrières qui s'élevaient contre sa vision. Les ravitaillements étaient rares et l'utilisation de tout matériel non officiel était considérée comme un détournement de ressources, une insubordination dangereuse. Plus d'une fois, des patrouilles de routine ont failli démanteler ces pièges, confondant ces vignes tendues avec des débris de bataille ou des pièges allemands ratés. Un jeune lieutenant, nouveau sur le front, a failli ouvrir le feu sur Elias une nuit sombre, pensant qu'il s'agissait d'un saboteur ennemi, avant d'être réprimandé par un sergent vétéran qui connaissait la folie de Vance. Les échecs initiaux rappelaient constamment la fragilité de son invention. Un vent plus fort, un animal nocturne curieux, ou même la vibration lointaine d'un bombardement pouvaient déclencher une de ces alarmes de vigne, révélant l'emplacement de son réseau sans aucune cible allemande en vue. Chaque faux positif était un coup porté à sa crédibilité déjà ébranlée, un carburant pour les sceptiques. « Vance, vous nous mettez en danger avec vos bêtises !» cria un caporal,
visiblement irrité après une nuit de sommeil interrompue par une branche qui s'était cassée. Elias, avec la patience que seule la forêt enseigne, ramassait les morceaux, ajustait, perfectionnait, cherchant toujours la symbiose parfaite entre la nature et la détection. La pression du temps était palpable. Les tireurs des 18 axes continuaient de faire des victimes, jour après jour. Le moral des troupes alliées était au plus bas. À chaque rapport de perte, Elias sentait le poids de l'urgence, la nécessité de prouver que son idée n'était pas une fantaisie, mais une planche de salut. Il dormait peu, se nourrissait mal, ses yeux balayant constamment le terrain, son esprit calculant toujours, imaginant les trajectoires, les cachettes, les vulnérabilités. C'était un homme obsédé, non par la gloire, mais par une solution. Et cette obsession le maintenait en mouvement, rampant à travers le no man's land, ignorant les regards désapprobateurs et les murmures de fous. Puis vint l'aube du 18 février. Une offensive alliée mineure, destinée à sonder les défenses allemandes, se transforma en un massacre. 3 équipes de mitrailleuses furent réduites au silence en quelques minutes par des tireurs invisibles. Une patrouille de reconnaissance fut anéantie alors qu'elle tentait de contourner une position ennemie. Le colonel, le même qui avait ridiculisé Elias, était en désespoir. « Nous ne pouvons pas avancer. Ils nous voient avant même que nous puissions penser à lever la tête », cria-t-il, frappant la table des cartes. L'impasse était totale, la situation intenable. Ce fut à ce moment d'angoisse qu'Elias Vance, ignorant le protocole et la hiérarchie, se présenta. « Mon colonel, dit Elias, sa voix calme mais ferme, je sais où ils sont, je peux les faire bouger. » La pièce devint silencieuse. Certains eurent des rires nerveux. Le colonel le regarda, les yeux injectés de sang. « Vance, je n'ai pas le temps pour vos histoires de chasseurs. Des hommes sont en train de mourir. » Elias ne broncha pas. « Donnez-moi une chance, monsieur, une seule chance. Si j'échoue, vous pouvez m'arrêter pour insubordination. Mais si j'ai raison, nous pourrons voir ce que personne d'autre ne voit. » Le désespoir du colonel était si grand que, contre toute logique militaire, il acquiesça. « Très bien, Vance. Vous avez 1 heure. Si vous échouez, je vous jure que vous passerez le reste de la guerre dans une cellule. » Sous la lumière froide de l'aube, Elias emmena une petite équipe de tireurs d'élite et un officier sceptique dans la zone qu'il avait minée avec ses vignes. Le silence était oppressant. Les tireurs des 18 axes étaient actifs, leurs tirs sporadiques obligeant tout le monde à ramper. Elias désigna un fourré dense d'oliviers et de vignes, un endroit d'où un tireur avait fauché la vie d'un sergent quelques instants auparavant. « Il est là, » murmura-t-il, et regardez la branche à droite de cette grosse pierre. D'un signe de tête à l'un de ses hommes, Elias tira sur une corde plus épaisse, soigneusement dissimulée, qui se connectait à son réseau de vignes. Une traction subtile, mais ferme. Rien ne se passa pendant 1 seconde, 2, 3. Puis la magie de la forêt d'Elias se révéla. La branche qu'il avait indiquée se balança légèrement, non par le vent, mais par une perturbation du sol. Ensuite, un mouvement presque imperceptible à l'intérieur du fourré, un craquement de branches, un bruissement de feuilles, et pendant une fraction de seconde, la silhouette d'un fusil bougea. Le tireur allemand, qui était auparavant une ombre, fut forcé de réajuster sa position, s'exposant. Ce fut suffisant. Le tireur allié le plus proche, un jeune fusilier qui s'était moqué de Vance quelques heures auparavant, n'hésita pas. Un tir sec et précis. Le tireur des 18 axes tomba. Le silence qui s'ensuivit n'était pas celui de la terreur, mais du choc et d'une incrédulité momentanée. Ce matin-là, les tireurs des 18 axes étaient toujours une menace, mais la paralysie commença à diminuer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le tireur d'élite illégal Vance, le fou de la corde de vigne, avait fait l'impossible. Son innovation simple et rudimentaire avait percé le voile d'invisibilité qui protégeait l'ennemi. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un début. Et à partir de ce moment, la bataille d'Anzio ne serait plus jamais la même. La toile d'Elias Vance, autrefois une plaisanterie, devenait désormais la plus improbable des armes, et le plus désespéré des alliés commençait à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Le silence qui suivit la chute du tireur allemand n'était pas le silence de la mort, mais celui de la révélation. Le jeune fusilier qui avait tiré le coup regarda Elias Vance avec une expression allant du choc à la révérence. L'officier sceptique, ses yeux auparavant remplis de dédain, reflétait maintenant un mélange d'étonnement et une étincelle d'espoir. Cet acte unique, la simple traction d'une corde de vigne, avait levé le mystère qui tourmentait Anzio.
Ce n'était pas de la magie, c'était de l'ingéniosité. Ce n'était pas de la chance, c'était la sagesse de la forêt appliquée à la guerre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. D'abord comme une rumeur murmurée entre les hommes dans les tranchées, Vance, le garde forestier, a attrapé un des 18 axes avec une corde, puis comme une légende, et finalement comme une vérité indéniable. Le colonel, après la confirmation de l'efficacité de la méthode d'Elias, n'eut d'autre choix que de ravaler sa fierté et de lui donner carte blanche. « Vance, dit-il, d'une voix rauque de fatigue et d'une nouvelle dose de respect, montez votre réseau. J'ai besoin que chaque mètre carré de cette tête de pont soit sécurisé. » Avec l'approbation et les quelques ressources qui purent être détournées, Elias Vance commença à étendre sa toile de détection. Cette fois, il n'était pas seul. Des volontaires, initialement curieux puis convaincus par les preuves, commencèrent à se présenter. Des soldats qu'il appelait fou auparavant le suivaient maintenant, apprenant l'art subtil de tendre des vignes, d'identifier les points de passage probables des tireurs allemands, de camoufler les pièges naturels. Elias n'avait pas de manuel. Il avait la nature et maintenant, une petite équipe d'apprentis qui l'entraînait avec la même patience qu'il utilisait pour traquer les animaux. L'impact fut immédiat et transformateur. Là où les Alliés se déplaçaient autrefois avec une terreur paralysante, il y avait maintenant une prudence informée. Le réseau d'Elias n'éliminait pas tous les tireurs, mais réduisait considérablement leur efficacité et, plus important encore, leur invisibilité. Au lieu d'être des cibles invisibles, les tireurs des 18 axes étaient désormais souvent obligés de s'exposer. La toile de vigne n'était pas une arme létale, mais une arme de détection, un outil qui donnait aux soldats alliés l'avantage crucial de savoir où était le danger et quand il bougerait. Il y eut un incident notable lors d'une patrouille de reconnaissance près d'une oliveraie densément boisée, une zone connue pour être un nid de tireurs. La patrouille était sur le point d'être prise en embuscade, mais le réseau d'Elias, étendu quelques jours auparavant, révéla la présence de 2 tireurs allemands. Une branche cassée, un mouvement subtil de vigne, une alerte silencieuse. Le sergent de la patrouille, qui avait reçu des instructions de Vance, sut exactement où viser. 2 tirs précis et le danger fut neutralisé avant même que les tireurs allemands ne puissent tirer un seul coup. Des vies furent sauvées. La patrouille revint intacte et le moral monta en flèche. À une autre occasion, une avancée tactique qui était stagnante depuis des semaines en raison du feu incessant des tireurs put enfin progresser. L'équipe d'Elias avait cartographié un itinéraire, utilisant son réseau de vignes pour identifier les points d'embuscade. Pendant l'avancée, le réseau détecta un tireur retranché dans une ruine lointaine. Une escouade de fusiliers, conscient de l'emplacement exact grâce à l'innovation de Vance, réussit à contourner la position et à réduire le tireur au silence, permettant à l'avancée de continuer. Ce n'était pas une avancée rapide, mais c'était une avancée. Et c'était quelque chose qui n'était pas arrivé à Anzio depuis longtemps. Les chiffres étaient difficiles à quantifier dans le feu de la bataille, mais les pertes dues aux tireurs des 18 axes chutèrent drastiquement. Le moral allié, auparavant en lambeaux, commença à se solidifier. Les soldats sentaient qu'ils avaient une chance, qu'ils ne chassaient plus des fantômes. La folie d'Elias Vance était devenue la raison sur la ligne de front. Les commandants, qui le regardaient autrefois avec mépris, le considéraient maintenant comme une ressource inestimable, un génie excentrique qui parlait la langue de la terre. Des rapports sur l'efficacité de la toile de vigne commencèrent à remonter la chaîne de commandement. Une méthode si simple, si rudimentaire, mais si mortellement efficace contre l'une des menaces les plus persistantes d'Anzio. Le maréchal Kesselring, du côté allemand, était perplexe face à la soudaine inefficacité de ces tireurs d'élite. Ils étaient découverts, forcés de bouger, de s'exposer, ou disparaissaient tout simplement. Quelque chose de fondamental avait changé à Anzio, et personne du côté allemand ne parvenait à comprendre quoi. Pendant ce temps, du côté allié, le nom d'Elias Vance, le garde forestier illégal, et sa folie de la corde de vigne, commençaient à résonner dans les couloirs du pouvoir, préparant le terrain pour une reconnaissance qu'il ne chercherait jamais, mais que la guerre lui imposerait. L'efficacité de la toile de Vance, comme elle fut surnommée officieusement, ne tarda pas à atteindre les oreilles du général Mark Clark, commandant de la 5e armée américaine. Clark, un général connu pour sa ténacité et parfois pour son impatience face aux solutions non conventionnelles, reçut les rapports initiaux avec un scepticisme considérable.
On me dit qu'un garde forestier utilise des cordes de vigne pour combattre les tireurs d'élite de Kesselring. C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Aurait-il lancé à ses officiers d'état-major. Cependant, les chiffres ne mentaient pas. Les pertes causées par les tireurs à Anzio, qui étaient auparavant alarmantes, chutèrent d'environ 60% dans les zones où le réseau d'Elias Vance était opérationnel. L'insistance des commandants de terrain qui avaient été témoins de l'impact direct força Clark à considérer la folie de Vance plus sérieusement. Il envoya une équipe d'observation à Anzio avec pour mission d'enquêter à fond sur la méthode. Le rapport qui revint fut surprenant. La simplicité de l'approche de Vance était sa plus grande force. Elle ne nécessitait pas de technologie avancée. Elle était peu coûteuse, facile à mettre en œuvre avec une formation de base et incroyablement efficace sur des terrains comme celui de l'Italie. Impressionné, et avec la pression de briser l'impasse à Anzio, le général Clark ordonna non seulement l'expansion du système, mais exigea que la toile de Vance soit reproduite sur d'autres fronts où les tireurs ennemis représentaient une menace similaire. Des estimations prudentes suggèrent que l'innovation d'Elias Vance a sauvé des centaines, peut-être des milliers de vies, en neutralisant la menace des tireurs et en permettant aux Alliés d'avancer avec une plus grande sécurité. L'impact en cascade fut immense. La réduction de la peur des tireurs améliora le moral des troupes, permit l'avancée de patrouilles de reconnaissance plus profondes, facilita le mouvement des ravitaillements et, crucialement, aida à briser l'impasse qui avait transformé Anzio en un enfer. La tête de pont, auparavant une voie sans issue, commença à devenir un tremplin, et la campagne italienne, auparavant stagnante, retrouva un nouveau souffle. Le garde forestier illégal avait, avec son intuition et une simple traction de corde, renversé le cours d'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'Elias Vance était loin d'être terminée, mais son héritage d'ingéniosité était déjà gravé dans la boue et le sang d'Anzio. La guerre finit par se terminer, et l'enfer d'Anzio se transforma en un sombre souvenir pour ceux qui y avaient combattu. Elias Vance, le garde forestier qui avait percé l'énigme des tireurs des 18 axes avec son intuition et une simple traction de corde, ne chercha ni la gloire, ni les projecteurs. Les médailles qu'il reçut, dont une Silver Star pour son service et son ingéniosité, furent rangées dans une vieille boîte en bois, rarement vue. Il préférait le silence réconfortant des forêts de l'Amérique où il retourna, reprenant sa vie de garde forestier, un gardien de la nature et non plus un chasseur d'hommes. Pour Elias, la plus grande récompense n'était pas la reconnaissance militaire, mais le retour à la paix, le bruit du vent dans les arbres et l'absence du crack sec d'un fusil de tireur d'élite. Il continua à enseigner la sagesse de la terre aux rares personnes intéressées, mais jamais avec la même urgence ou la même terreur qu'il avait ressentie à Anzio. La toile de Vance, bien qu'elle ne soit pas devenue un équipement standard dans les arsenaux militaires, laissa un héritage indéniable. Sa méthodologie, l'art de lire le terrain et d'utiliser des éléments naturels pour la détection, fut étudiée et adaptée dans les tactiques de reconnaissance et de contre-espionnage, prouvant que l'observation aiguisée et l'ingéniosité humaine peuvent être aussi efficaces que la technologie la plus avancée. L'histoire d'Elias Vance résonne comme un rappel intemporel des leçons apprises dans les profondeurs de la guerre. Que la persistance d'un individu peut défier le statu quo et transformer la réalité. Que des solutions simples, nées de l'observation et de la créativité, peuvent surmonter la complexité la plus complexe. Que l'intuition, souvent ridiculisée comme folie, peut être la clé du génie. Et par-dessus tout, que le véritable héritage d'un héros n'est pas la célébrité, mais les vies qu'il a sauvées et le changement qu'il a inspiré. La prochaine fois que vous vous trouverez face à un problème apparemment insoluble, souvenez-vous du garde forestier d'Anzio. Parfois, la réponse la plus brillante est juste sous votre nez, attendant que quelqu'un ait le courage de tirer sur la corde. Restez jusqu'à la fin car ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. L'histoire d'Elias Vance est un témoignage de la force de l'esprit humain et de la capacité d'innover dans les moments les plus sombres.